Bonjour à tous et bienvenue. Moi, je vais remercier toutes les personnes qui ont réalisé l'organisation de cet après-midi, de cette conférence, les remercier pour le temps et le travail qu'elles ont fait, qu'elles ont accompli, et puis remercier le lieu d'accueil qui nous permet d'avoir cette salle pour pouvoir faire cette conférence. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé hier? Pas à Marmoutier, hein, à New York. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé à New York? Eh bien, il y a 175 représentations de gouvernement, dont 50-60 chefs d'État qui sont venus pour ratifier l'accord de la COP21 qui a été signé, qui a été entériné du moins en décembre dernier à Paris. Et c'est une étape qui est vraiment très importante dans un processus de sauvegarde de la planète et de l'environnement et donc de la vie sur cette planète. Et donc la plupart des délégations qui étaient là hier ont soit signé, soit se sont engagées à signer. La Chine et les États-Unis ont fait une déclaration commune disant qu'elles ratifieraient l'accord dans leurs pays respectifs avant la fin de l'année, sachant que le président Obama, donc avant qu'il quitte ses fonctions, devra le faire en promulguant un décret parce que le Sénat américain est républicain et est contre tout ce qui s'appelle lutte contre le réchauffement climatique, étant lui-même fortement financé par des industries qui sont hautement polluantes. Donc c'est une étape, c'est une petite étape encore, mais c'est une étape vraiment très intéressante, très importante. Et ce dont on va parler aujourd'hui tient compte aussi de ces dimensions écologiques, car nous sommes dans une situation vraiment très critique aujourd'hui, bien plus critique que ce que l'on pourrait se laisser tenter de croire sur la situation de l'environnement et de la planète. Alors, moi, je vais vous parler d'un certain nombre de choses aujourd'hui, et ce qui est important déjà, c'est de préciser que je suis venu vous transmettre une information. Alors, si moi je consacre du temps à parler comme ça en public, à faire des émissions de radio parfois sur Paris et puis à faire des conférences, bien sûr, c'est parce que je suis tout à fait persuadé de la valeur, de la réalité, mais de la valeur aussi de cette information que j'ai découvert moi-même en 1988, donc ça fait bientôt 30 ans. Mais je ne viens pas dans un esprit dogmatique. Je ne sais pas combien il y a de personnes aujourd'hui, 30, 40, 50, je n'ai pas compté, mais je ne me dis pas, j'espère que je vais en convaincre les 2/3. Chacun est doté d'un cadeau à la naissance qui s'appelle le libre arbitre. Et donc, chacun est libre de recevoir cette information, si cruciale soit-elle, selon moi, comme il le souhaite. Si cette information ne résonne pas en vous et qu'elle vous paraît vraiment trop différente de ce que vous avez l'habitude d'entendre, de voir et de croire, et que c'est pour vous trop c'est trop, rassurez-vous, vous n'arriverez à rien en sortant d'ici et en rentrant chez vous ce soir. En revanche, ne vous interdisez pas d'y croire si, en fond de vous, dans votre cœur et dans votre raison, eh bien, vous sentez qu'il y a du vrai dans cette information. Si vous avez des doutes, eh bien, acceptez cette part de doute et acceptez la part d'adhésion à ces idées ou ces informations. Mais de toute façon, mon travail, moi, il se borne à transmettre cette information. Et une fois que cette information est transmise, eh bien, vous en faites ce que vous voulez. Alors, j'ai quand même, moi, une attente vis-à-vis de vous pendant que les 2 heures que nous allons avoir ensemble, ne serait-ce que pour justifier que vous ayez bravé la neige, la grêle, l'orage et les tritons, je ne sais pas quoi, c'est que vous m'écoutiez avec un esprit ouvert. Un esprit ouvert, c'est pas si simple que ça d'avoir un esprit ouvert, vous savez. On pense tous qu'on a l'esprit ouvert. Mais c'est pas si simple que ça parce que nous sommes conditionnés. Nous sommes conditionnés par tout un ensemble de facteurs. Par exemple, nous sommes aujourd'hui en 2016, je ne me trompe pas, et si nous étions en l'an 800 et que je vous disais la Terre est ronde, probablement que ce soir à Saverne, il y aurait un beau bûcher pour moi, parce que ce serait totalement inacceptable. Aujourd'hui, à l'inverse, si je vous disais la Terre est plate, vous me prendriez pour un cinglé. Nous sommes conditionnés donc par l'époque dans laquelle nous sommes incarnés. Nous sommes conditionnés par le pays dans lequel nous vivons. Ici, nous pouvons parler dans ce pays beaucoup de choses de la religion traditionnelle, de la science par exemple, sous un certain angle. Si nous étions en Inde, les visions seraient complètement différentes.
Le fait de la réincarnation, par exemple, en Inde, est admis par tout le monde, parce que c'est ce qu'on leur a appris depuis tout petit. Nous sommes conditionnés par l'éducation que nous avons reçue, par la famille dans laquelle nous avons vécu, où nous avons été élevés. Nous sommes conditionnés par l'éducation que nous avons reçue. Nous sommes conditionnés par notre propre équipement émotionnel, mental et physique, par la vie que nous avons eue, par le chemin que nous avons suivi. Bref, ce n'est pas si simple que ça d'être ouvert d'esprit, tout simplement parce que c'est notre condition humaine d'être conditionné. Mais moi, ce que je vous demande, pendant ce temps que nous passons ensemble, c'est de laisser de côté un peu tous vos systèmes de croyances, tout ce que vous estimez être la vérité, et puis d'écouter avec un esprit ouvert. Et encore une fois, après, vous ferez ce que vous voulez de cette information, ça ne me regarde pas. Donc en ce qui me concerne, moi j'ai pris connaissance de ces informations il y a longtemps, en 1988, et essentiellement d'abord à travers Benjamin Crème, qui est donc un auteur, un ésotériste britannique, qui est maintenant âgé, il a plus de 90 ans, et qui a écrit un certain nombre d'ouvrages, dont certains sont peut-être au fond, j'ai pas regardé. Il a donc écrit une douzaine ou une quinzaine d'ouvrages qui ont été traduits dans un certain nombre de langues. Et il est aussi le rédacteur en chef de la revue Partage International, Chaire internationale en langue anglaise, donc qui est traduit également dans un certain nombre de langues. Moi, je parle en mon nom, je ne parle pas au nom de Benjamin Crème, je ne suis pas son porte-parole. Moi et d'autres personnes avons pris sur nous le fait de consacrer notre temps libre en termes de service à diffuser ces informations. Ça fait donc près de 30 ans qu'en ce qui me concerne, je collabore avec Benjamin Crème. Je ne suis pour autant pas son porte-parole, et bien entendu, je ne suis pas le porte-parole des maîtres de sagesse. Donc ce que je dis n'engage que moi, et si le sujet vous intéresse, je ne peux que vous recommander de l'approfondir par vous-même, notamment à travers ce qu'écrit Benjamin Crème, mais pas uniquement. Alors, pour aborder ce sujet, j'ai l'habitude de partir d'une observation du monde, et puis vous allez voir, je vais vous faire un certain nombre de propositions. Alors, quand je dis propositions, je vais vous dire des choses. Parce qu'une fois, une personne m'a dit après, ouais, vous avez dit que vous ferez des propositions, mais en fait, vous affirmez drôlement. Donc, il est clair que mon style, c'est de parler avec une totale conviction. Donc, quand je fais une proposition, elle est quand même assez assertive. Mais c'est une proposition quand même. Et la première que je vais faire, c'est de vous dire qu'il n'y a pas un, mais deux mondes actuellement qui coexistent, qui cohabitent. Il y a un premier monde qui malheureusement n'est que trop connu, trop visible et dont on est un peu sursaturé maintenant. C'est ce monde très divisé, ce monde où il y a de l'exclusion, ce monde où on considère le voisin comme son ennemi, ce monde où son concurrent, ce monde où les nations sont en compétition les unes avec les autres sans arrêt, ce monde où sévissent des guerres, et tout le monde sait aujourd'hui bien sûr, puisque certaines de ces guerres sont très connues, au Moyen-Orient notamment, avec tout le lot de catastrophes humaines qui s'ensuivent, et la crise des réfugiés qui viennent maintenant en Europe en disant nous on veut plus de ça, mais par contre on veut vivre chez vous, parce que chez vous on vit bien, tout le monde est au courant aussi maintenant, qu'il y a des pauvres dans le monde et qu'ils essayent de plus rester dans leur coin. C'est un monde où sévissent des guerres, non seulement entre nations, mais les guerres civiles également. Hein, le nombre de réfugiés estimé par le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, c'est quelques centaines de millions. C'est énorme le nombre de gens qui sont déplacés du fait des guerres, et des guerres internes notamment. C'est un monde, on a évoqué la COP21, où le niveau de dégradation de l'environnement atteint des seuils critiques. Aujourd'hui, vous avez des zones forestières, par exemple, qui sont dévastées. On pense à l'Amazonie, bien sûr, c'est vrai. Hein, entre 25 et 40% de la forêt amazonienne aujourd'hui est dégradée. On ne sait pas l'estimer exactement, mais les groupes écologistes sur place estiment à peu près à 25 à 40%. Ce qu'on sait, c'est qu'à 50%, la fonction hydrologique de ce qu'on appelle le poumon de la Terre va s'effondrer. Donc c'est une situation qui est très, très sérieuse. Il y a déjà moins d'oxygène dans l'atmosphère, dans la planète, aujourd'hui. Et il est temps que les accords de la COP21 arrivent, sachant que les accords de la COP21 sont encore un peu trop timides, puisque l'objectif de ne pas dépasser 2 degrés de réchauffement climatique, si l'on prend l'ensemble des propositions de contribution volontaires qui ont été faites par les nations avant la COP21, eh bien, lorsque les scientifiques ont fait le calcul total, on arrivait à 3-4 degrés quand même d'augmentation de la température, et pas 2. Donc les efforts qui visent à réduire de 40% les émissions de carbone d'ici 2030,
elles sont à peine suffisantes pour arriver à maintenir un niveau de réchauffement qui sera inévitable de toute façon et éviter d'aller au-delà. Au-delà, ça peut vouloir dire 3-4 degrés. Et la Banque mondiale a déclaré l'année dernière qu'à 4 degrés d'augmentation de la température moyenne mondiale, on ne sait pas ce qui va se passer. On n'est pas sûr que la civilisation puisse continuer à être soutenue. Alors on n'a pas parlé trop dans les médias en frontline, hein, parce qu'il y a les annonceurs publicitaires derrière, donc il faut continuer à consommer, hein, on est bien d'accord, mais quand des organismes, pourtant, Dieu sait, conservateurs comme la Banque mondiale, commencent à émettre des déclarations publiques de cet ordre-là, c'est que la situation est vraiment préoccupante. Nous atteignons des seuils de destruction aujourd'hui, qui sont des seuils au-delà desquels des destructions sont irréversibles. On ne pourra plus revenir en arrière. Donc il y a ce qu'on appelle notamment des boucles de rétroaction qui se produisent et qui font que lorsque l'on crée une déforestation massive dans la forêt amazonienne par exemple, ça a des répercussions à l'autre bout du monde, ça fait fondre le permafrost en Russie qui libère du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Voilà. Et donc comme ça, on entretient encore plus la cocotte minute. Voilà, c'est qu'un exemple, je ne vais pas vous inonder d'exemples et de chiffres et de choses comme ça, mais pour dire qu'aujourd'hui, il est grand temps que nous reprenions en main la situation, que nous arrêtions de polluer, mais surtout que nous dépolluions. Oh là, comment on dit ça, le verbe ? Enfin bref, que nous entamions une action d'envergure et commune, conjointe entre les nations pour dépolluer, d'où l'importance de la COP21. C'est un monde, bien entendu, et vous le savez aussi bien que moi, où les disparités de revenus et de niveau de vie sont effroyables. Aujourd'hui, vous avez encore à peu près 800 millions, 850 millions de personnes qui souffrent de la faim, c'est-à-dire de la malnutrition chronique ou permanente. Hein, ça s'est un peu amélioré, mais c'est encore énorme. Et vous avez littéralement des millions de personnes qui meurent de la faim ou de la grande pauvreté chaque année. Hein, j'ai commencé à parler il y a quelques minutes. Toutes les 10 secondes, un enfant de moins de 5 ans meurt dans le monde d'une maladie liée à l'extrême pauvreté. Donc il y en a déjà un certain nombre qui sont morts là, depuis qu'on a commencé. Et c'est malheureusement un monde où ces disparités s'accroissent. Il y a une ONG qui s'appelle Oxfam qui travaille sur le domaine de la lutte contre la faim et de la grande pauvreté, qui est basée en Angleterre. Et Oxfam a fait une étude et ils avaient démontré qu'en 2013, eh bien, 388 milliardaires possédaient la même fortune que 3,5 milliards des humains les plus pauvres sur Terre. La tendance, c'est que de 388, en 2014, on est passé à 85. Et en 2015, on est passé à 62. C'est-à-dire que la concentration de la richesse se fait de plus en plus et dans des mains de plus en plus restreintes. Donc on n'a pas contrecarré cette tendance aux disparités de revenus, on l'augmente actuellement, et on le verra tout à l'heure, bien sûr, du fait du système économique mondial fondé sur la compétition. Bon, arrêtons là le tableau noir, parce que sinon vous allez tous pleurer et puis repartir, ou sauter par la fenêtre, je ne sais pas. Mais voilà, on est dans un monde sans pilote. Hein, vous ne voyez pas une personne d'envergure politique mondiale aujourd'hui proposer une nouvelle direction. Vous ne voyez pas non plus des nations vraiment agir de concert pour changer radicalement la donne sur le plan politique et économique. Donc le bateau est un peu sans pilote et finalement aujourd'hui il y a des menaces telles que les explosions sociales d'ailleurs qui commencent un peu partout sont des signes que c'est plus tenable, les gens n'acceptent plus cette situation. Ça c'est un monde, c'est le monde ancien qui est toujours là et les racines des maux de ce monde sont liées eh bien, à le manque d'unité de l'humanité, à la compétition entre les nations, à la volonté de domination, à la volonté d'accaparement, d'accumulation de richesses et de l'égoïsme national, finalement, qui se retrouve aussi au niveau individuel, les nations étant finalement qu'un ensemble d'individus. Et puis, il y a autre chose qui se passe dans le monde. Alors, il faut quand même remonter à 30 ans en arrière et puis repérer ces événements qui se sont produits, parce que le flot d'informations qu'on a chaque jour tend à faire oublier ces choses-là, d'une part. D'autre part, on est quand même sur des durées de temps qui sont la moitié d'une vie humaine ou le tiers d'une vie humaine. Donc on ne fait pas forcément le lien entre ces événements-là.
Mais par exemple, rappelez-vous qu'avant la chute du mur de Berlin, nous vivions dans la période dite de la guerre froide avec une menace de guerre nucléaire qui pouvait éclater et qui a failli éclater un certain nombre de fois d'ailleurs, et pas seulement en 1962 avec l'affaire de Cuba, mais d'autres fois aussi, ne serait-ce que par accident. Nous vivions dans une psychose. Hein, c'était le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest, et puis il y avait des milliers de têtes nucléaires l'une en face de l'autre. Et vous savez, plus on accumule des armes dans un endroit, plus la probabilité de s'en servir augmente en fait. Donc c'était une période assez négative d'ailleurs. Et bien ça s'est évaporé d'un coup. Il y a eu la chute du mur de Berlin, il y a eu la réunification de l'Allemagne, il y a eu l'effondrement du glacis soviétique et il y a eu ensuite les accords de désarmement signés entre les États-Unis et la Russie, et donc qui ont mis fin à la guerre froide. Alors le risque nucléaire, il existe toujours, hein, parce que aujourd'hui vous avez une vingtaine de milliers de têtes nucléaires dans le monde, donc c'est pas rien. Beaucoup de ces armes nucléaires ont la puissance 10, 20 ou 50 fois supérieure à la bombe d'Hiroshima, donc c'est pas rien. Et vous avez environ 2000 têtes nucléaires mobilisables sous 24 heures ou 48 heures maximum en cas de conflit. Donc vous voyez que si jamais un cinglé appuie sur un bouton ou panique ou je ne sais quoi, on peut encore avoir droit au feu d'artifice. Mais la situation politique a évolué et le risque est bien moindre qu'il y était il y a 30 ans. On a vu d'autres choses extraordinaires, comme par exemple, toujours sur le plan politique, l'élection de Nelson Mandela, qui après avoir été 27 ans prisonnier politique du régime de l'apartheid en Afrique du Sud, a été élu président au terme d'un processus démocratique et non pas d'un bain de sang qu'il aurait pu y avoir, parce que numériquement les personnes de couleur étaient bien plus nombreuses que les personnes de couleur blanche, race blanche. On a vu aussi, bien sûr, monter la conscience écologique. Hein, le désastre écologique, on l'a commencé il y a 100 ans, mais la conscience écologique, elle a monté en flèche avec une multiplication des organisations de la société civile qui se sont mobilisées, avec aussi des gens du monde académique, scientifique, politique. Donc ça, c'est nouveau de voir cet extraordinaire bourgeonnement de ces groupes-là. De la même façon, on a vu beaucoup de dictatures disparaître, notamment en Amérique du Sud, pendant toute une période. On a vu l'éclosion de la société civile sur tout un tas de sujets, sur la lutte contre la faim, contre la pauvreté, la lutte pour la justice, pour le droit des femmes, des enfants, etc., etc. Un bourgeonnement, là encore, c'est un terme que j'aime bien, de cette société civile depuis 30 ans qui est incroyable. Aujourd'hui, par rapport à 1950, vous avez des centaines, des milliers de groupements de la société civile, des gens qui se disent qu'ils ne sont pas là uniquement pour acheter une machine à laver, gagner de l'argent dans un travail pour se payer la prochaine voiture, mais qui ont une conscience différente de travailler pour le bien commun, et ils agissent, non seulement ils le pensent, mais ils agissent en ce sens. Et ces mouvements, tous les mouvements altermondialistes, etc., c'est quelque chose d'assez extraordinaire, et ça monte, et ça monte, et ça monte. Bien sûr, plus près de nous, tout le monde se souviendra du printemps arabe, même si depuis il a eu beaucoup de problèmes ce printemps arabe, puisque toutes les autres forces conservatrices essayent de le récupérer, les intégristes religieux d'un côté, les militaires de l'autre, dans tous ces pays, notamment l'Égypte par exemple. Mais le printemps arabe, c'est extraordinaire. Comment tous des gens qui finalement n'avaient que leurs mains et leur cœur et leur voix et leur ordinateur pour savoir où se retrouver, comment ils ont réussi à foutre en l'air des jougs séculaires de dictateurs qui étaient là depuis, enfin pas eux-mêmes personnellement, mais leur famille et le système étaient là depuis des siècles. Eh bien, ils ont fichu ça en l'air en un temps record. Et ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Aujourd'hui, tout le monde a entendu parler de Podemos, par exemple, tout le monde a entendu parler des indignés. J'ai découvert hier, tout à fait par hasard, qu'au Népal, il y a exactement la même chose. Que les gens sont lassés de la corruption des politiciens, d'un parti ou de l'autre, parce que là aussi c'est à peu près pareil, il y a deux grandes masses politiques, eh bien ils en ont marre, ils ont créé leur propre mouvement, et ils ont exactement les mêmes valeurs que tous ces autres mouvements de la société civile, la justice, l'égalité, le droit à une vie épanouissante et non pas être considéré comme une statistique productive ou improductive, etc., etc. Donc, dans tous les pays du monde, ce mouvement, il existe. Dans tous les pays du monde, on en entend plus ou moins parler, mais il est présent partout. Vous avez un véritable mouvement de conscience nouvelle qui est en train d'émerger dans le monde. Et ça, c'est le deuxième monde.
vous avez deux mondes littéralement différents et qui s'opposent actuellement, bien sûr. Hein, regardez les nuits debout en France, on leur envoie les flics tous les jours. Hein, les CRS, ils viennent parce que ça ne plaît pas. Et pourtant, notre gouvernement est un gouvernement dit socialiste. Mais ça ne fait rien, parce que ce n'est pas dans la vision, les leaders politiques du moment, que cette façon un peu peut-être romantique à leurs yeux qu'ont les gens de dire on veut vivre différemment et avoir le droit de choisir notre vie comme on le veut, pour eux, ils n'ont pas du tout cette approche-là, et ils restent sur des approches traditionnelles et très conservatrices. Donc vous avez deux mondes qui coexistent actuellement. Un monde ancien et un monde nouveau qui est en train d'émerger avec des idées nouvelles, avec une conscience nouvelle, qui essaye de s'exprimer, qui essaye de faire valoir ses droits, sa vision, et puis les deux, ils ne s'entendent pas. Alors, je vais vous faire une autre proposition, vous dire que ça, c'est un genre de situation qui n'est pas unique, qui se reproduit à intervalles réguliers. Pourquoi nous avons deux mondes qui coexistent actuellement? C'est parce que nous sommes à une période de transition. Et nous sommes à une période de transition entre deux ères. Donc là, on va faire un peu appel à l'astronomie. Notre système solaire, il bouge dans l'espace. Il accomplit un grand voyage. Et puis nous, comme on est là-dedans, on fait le voyage aussi. Et puis, chaque fois qu'on fait une révolution, qui dure à peu près une révolution complète, ça se fait sur 25 000 ans, on est en alignement avec les différentes constellations du zodiaque. Parce que chaque année, dans notre petit voyage, on arrive légèrement en retard, c'est ce qu'on appelle la précession des équinoxes. On est un petit peu en retard chaque année dans notre petit trajet, et du coup on se décale petit à petit, ce qui fait que, on a des ères qui se succèdent pendant un certain temps, qui dure 2000, 2100, 2300 ans. On va être en alignement avec une constellation, l'une des 12 constellations du zodiaque. Et puis petit à petit, on va se décaler, et on va après se trouver en alignement avec la constellation suivante. C'est lié à ce phénomène de précession des équinoxes qui fait que ce n'est pas statique dans le trajet qu'accomplit le système solaire. Lorsque nous sommes en alignement avec une constellation, la science ésotérique dit que nous en recevons des énergies. Vous savez, la science a aujourd'hui montré que l'univers est un océan d'énergie. C'est un résultat de la physique quantique. La matière elle-même, aussi dense et inerte qu'elle puisse paraître, c'est de l'énergie, avec un taux vibratoire très bas, certes, mais un taux vibratoire donné. Eh bien, ce que dit l'ésotérisme, c'est que non seulement l'univers est un univers d'énergie, donc lorsque nous sommes en alignement avec une constellation, nous recevons de l'énergie, mais que ces énergies, elles ont des qualités différentes. Et que nous, la manière dont nous absorbons ces énergies, conditionne nos civilisations, conditionne les sociétés humaines que nous créons dans le monde, quel que soit l'endroit du monde. Par exemple, au cours des 2 derniers millénaires, nous étions dans l'ère des poissons. Si vous connaissez un peu l'astrologie, cette fois, ça ne vous surprendra pas, n'est-ce pas? Nous étions dans l'ère des poissons, et puis là, nous sommes entrés dans l'ère du Verseau. Eh bien, pendant toute cette période de l'ère des poissons, nous avons reçu les énergies de l'ère des poissons. Elles conditionnent, elles saturent encore toutes nos institutions aujourd'hui. Et ces énergies, elles ont amené 2 grands résultats, 2 grands progrès pour l'humanité. 3e proposition, 4e, je ne sais plus où j'en suis. Elles ont amené 2 résultats marquants. Le premier résultat, ça a été l'individualisation de l'homme. L'homme a acquis au cours de cette période un sens de son individualité comme il n'avait pas avant. Il a pris conscience de sa nature d'être humain séparé du reste de l'humanité. Auparavant, on était dans un endroit, c'était comme ça, et puis il y avait un groupe, il y avait un chef, on suivait le chef, et voilà, c'était le sens de la vie, et il n'y avait pas de questionnement. Aujourd'hui, et surtout au cours des 2 derniers millénaires, l'homme a acquis ce statut, ce sentiment de sa propre individualité et de sa raison d'être. Alors bien sûr, dans l'aspect opposé, c'est-à-dire l'extrême de cela, c'est l'individualisme que l'on voit aujourd'hui à l'œuvre dans le monde entier de manière très, très puissante. L'individualité a amené l'excès, c'est-à-dire l'excès d'individualisme, le sens de la séparation totale de soi avec le reste du monde. C'est-à-dire que nous avons perdu le sens de notre humanité quelque part.
Nous avons oublié qu'il n'y a pas nous et le reste du monde, mais que nous faisons partie d'une humanité. Mais c'est quand même un grand progrès que l'homme puisse se ressentir, se vivre comme une entité unique. Et ça, c'est un des résultats de l'ère des poissons. L'autre résultat, c'est, à travers ces énergies qu'on appelle en termes barbares dans l'ésotérisme, les énergies de dévotion et d'idéalisme, ça a été l'apparition d'idéaux et d'idéologie. Nous avons transformé ça en idéologie. Au cours de cette période, on a vu fleurir des idéologies qui n'existaient pas avant. Des idéologies religieuses qui se sont manifestées sous forme assez dogmatique parfois, mais aussi des idéologies politiques et économiques. Si on prend, et bien sûr c'est très fort depuis le XVIIe siècle, hein, c'est évident que c'est surtout sur la fin de cette période que ces idéologies se sont manifestées de plus en plus, qu'elles ont pris de plus en plus de place dans notre existence et dans nos sociétés, parce que l'homme a progressé au niveau mental, il capte les idées et il se les approprie ou il les rejette. Donc bien sûr, le libéralisme, le communisme, le socialisme, le capitalisme sont des idéologies qui sont nées finalement assez tardivement, mais qui ont pris une importance considérable. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans l'ère du Verseau. Bien sûr, tout ça se fait petit à petit, et l'ère du Verseau va durer 2000 et quelques années, 2200, 2300 ans. Donc vous voyez, là, on est vraiment... ce sont les prémices. Et donc ces énergies des poissons, elles refluent, mais les énergies du Verseau croissent en puissance aujourd'hui. Et ces énergies, qu'on appelle des énergies de synthèse, elles sont très différentes. Elles, au contraire, elles donnent le sens de l'unité. Et c'est le grand défi de l'humanité aujourd'hui. C'est le grand défi parce que les nations sont divisées, résultat de l'énergie des poissons telle que nous les avons mises en œuvre. Il faut maintenant que l'humanité prenne conscience de son unité fondamentale, que l'humanité fait comme une grande famille, et de ce fait que l'homme doit bâtir des façons de vivre, et donc bien sûr des politiques notamment, et des relations entre non seulement les individus mais les nations, qui reflètent et qui aillent dans le sens de valoriser et de réaliser cette unité. Donc aujourd'hui, si vous voulez, vous avez dans le monde en gros ceux qui réagissent encore à l'énergie des poissons, les grands pétroliers qui veulent encore aller pomper dans le gaz de schiste, dans les schistes, pardon, et puis faire des grands pipelines, sachant que c'est une catastrophe pour l'environnement. D'ailleurs, il y a des États aux États-Unis où maintenant ils ont repéré qu'il y a des séismes. Quand on fait de la fracturation hydraulique, ça entraîne des séismes. Bon, vous avez ces gens-là, mais c'est pas que ceux-là, bien sûr. C'est toute une partie de la population mondiale qui, elle, est encore très bien dans le système ancien. Et d'ailleurs, regardez les nouvelles à la télé, dans les journaux. Ce qu'il faut, c'est retrouver de la croissance. Ce qu'il faut, c'est que ça redevienne comme avant. Voilà, c'est ce qu'on veut. Il faut que ça redevienne comme avant. Parce que c'est ça l'horizon qu'on s'est fixé. Et que là, on se reconnaît dans ce cadre-là. En dehors de ce cadre-là, qu'est-ce que c'est que ces nuits debout, là? Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Qui c'est, cela? C'est des hippies, des gauchistes, c'est quoi ça? Du communisme? Vous voyez, ça, c'est incompréhensible pour ces personnes-là. Et de l'autre, eh bien, vous avez des gens qui, eux, ont une vision totalement différente de la vie, pour qui il faudrait vivre en symbiose avec l'environnement, inventer des modes de vie qui ne soient pas ni consommants, ni polluants, ni avilissants pour les humains. Et bien, ces gens-là, et vous en faites sûrement partie, eux, ils ne sont plus d'accord avec l'ordre ancien. Et ils veulent le changer. Et donc, vous avez ce conflit. Et ce conflit, il se produit d'une certaine façon à chaque changement d'air. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est des périodes de friction et c'est des périodes dangereuses. C'est des périodes dangereuses parce que ça pourrait mal se passer et que ça pourrait dégénérer. Et aujourd'hui, vous savez, j'ai parlé du nucléaire tout de suite, encore une fois, des armes nucléaires, il y en a partout. Officiellement, il y a 8 pays qui ont la bombe nucléaire, officieusement, ils sont 24. Donc aujourd'hui, et compte tenu des tensions énormes, le monde est comme une marmite, là, une cocotte minute, eh bien, ça pourrait exploser et nous pourrions nous détruire. Il est vraisemblable que si l'humanité était seule, c'est ce qu'elle ferait actuellement. Parce que nous ne sommes pas très sages. Je ne sais pas si vous en conviendrez ou pas, mais nous ne sommes pas très sages. Des Nelson Mandela, des Dalai Lama ou des papes François, c'est des exceptions aujourd'hui. C'est des êtres très sages, extraordinaires, mais ça reste des exceptions.
le reste de l'humanité, dans son ensemble, n'est pas très sage. Si nous surconsommons les ressources naturelles du monde, c'est bien parce que les gens veulent consommer, consommer, consommer. Il faut changer de téléphone tous les 3 mois, il faut changer de ceci, il faut changer de cela, il faut acheter ceci, il faut acheter cela. Nous sommes matérialistes encore, très fortement, n'est-ce pas? Donc, c'est pas seulement une poignée d'individus qui seraient les méchants, hein, c'est une question de conscience collective. Et aujourd'hui, si l'humanité était laissée toute seule, eh bien, probablement que ça se passerait très mal.